Nouvelle vidéo pour les secondes avec le dernier jour d'un condamné en présence de mon assistant, voilà, qui va essayer de ne pas être trop dans le champ de la caméra. Et dans la vidéo précédente, vous avez appris ce qu'était un incipit, vous avez également appris les fonctions principales d'un incipit traditionnel dans un roman, donner des informations et donner envie au lecteur de lire la suite. Dans la vidéo précédente concernant cet incipit, nous avons réfléchi à la question où ça se passe, nous avons réfléchi à la question quand ça se passe, et nous sommes en train de réfléchir à des réponses quant à la question qui est le narrateur personnage qui nous parle, ce narrateur personnage anonyme dont on ne connaît pas le crime. Donc, on ne peut pas non plus répondre à la question pourquoi. On sait juste la conséquence. Il est condamné à mort, mais on ne sait pas pourquoi il est condamné à mort. On ne sait pas pourquoi ça fait 5 semaines qu'il a reçu ce jugement. Alors, en revanche, on a quand même un certain nombre d'informations quant au passé du personnage. Tout le début du texte est écrit en employant des temps du passé. Victor Hugo a construit très clairement son texte en mettant deux périodes temporelles qui s'opposent. Vous avez un autrefois et paragraphe suivant, vous avez un maintenant. Donc le texte est clairement construit avec une opposition entre le passé et le présent. Le passé était heureux et le présent, forcément, dans cette cellule, il est malheureux. Alors, allons-y. Parlons du passé. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. Très métaphorique. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Comment est le passé du narrateur? C'est un passé bien évidemment de liberté, liberté du corps, mais surtout liberté de l'esprit. Et c'est ça qui est très important dans cet incipit. Il y a deux dimensions qui reviennent en permanence. Dans la cellule, vous avez l'enfermement du corps, mais vous avez aussi l'enfermement de la tête. Il est condamné à mort depuis 5 semaines et il est obsédé par l'arrivée de ce moment, de cette mort. Ça tourne en boucle dans son esprit, il n'arrive plus à penser à autre chose. Et avant, dans le passé, il était heureux. Visiblement, c'est quelqu'un qui appartient peut-être à une classe sociale assez privilégiée, assez élevée, puisqu'il nous dit quand même, c'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'est pas quelqu'un qui nous parle de travail, c'est pas quelqu'un qui nous parle de pénibilité. Visiblement, c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt dans la séduction. À 2 reprises, il est fait mention de jeunes filles. C'est quelqu'un qui a des loisirs, puisqu'il nous dit qu'il va au théâtre. C'est quelqu'un qui vraisemblablement a des moyens financiers. Alors des batailles gagnées, c'est certainement peut-être quelqu'un qui a dû se battre en duel. Voilà. Hein. Alors se battre en duel, c'est plutôt quelque chose qui se pratique pour laver son honneur au niveau de la noblesse ou de la bourgeoisie. Hein. Et puis, pareil, et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'est quelqu'un qui a des loisirs, c'est quelqu'un qui dispose de temps pour pouvoir se promener. Bref, on devine par les connotations de cette description qu'on n'a pas affaire à un ouvrier ou un paysan ou quelqu'un dont la vie est particulièrement pénible.
il n'est pas fait mention de problème d'argent, il n'est pas fait mention de travail, mais plutôt il est fait mention de plaisir, plaisir intellectuel ou plaisir de la séduction, plaisir d'être bien habillé, plaisir de se distraire, plaisir de se promener. Bon. Donc, sa vie dans le passé était heureuse, il emploie l'imparfait, il s'amusait à me les dérouler, c'était des jeunes filles, on a des énumérations, et puis il nous dit chaque jour, chaque heure, chaque minute, cet aspect, ce rythme ternaire, répétitif, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'est-à-dire que voilà, il était tout le temps occupé, il avait plein de choses auxquelles penser. Le matin, il s'occupe de faire ceci, le midi, il s'occupe de faire cela, l'après-midi, encore autre chose, en fin d'après-midi, encore autre chose, et le soir, encore autre chose. Bref, il a de multiples occupations, il a de multiples idées. Maintenant qu'il est en prison, qu'il est condamné à mort, il n'a plus rien d'autre à quelle penser que cette condamnation à mort. Voilà, donc il est aussi prisonnier de cette idée. Sa tête, son esprit est prisonnier de cette idée. Et donc, dans le paragraphe suivant, arrive le « maintenant je suis captif ». Donc, on quitte l'imparfait pour passer au présent. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Donc là, ici, vous avez un parallélisme. On voit bien que la phrase est construite en deux temps. Mon corps est offert. Alors, être offert, c'est une métonymie. C'est-à-dire qu'on prend la matière, le fer, pour désigner l'ensemble, à savoir la prison. Alors, parfois, évidemment, vous pouvez vous mettre des fers aux pieds avec une chaîne. Mais ici, dans sa cellule, vraisemblablement, il est libre de ses mouvements, mais sa cellule est tellement petite, il est derrière les barreaux. Et parallélisme, mon corps est en prison dans une idée. Le corps, l'esprit, les deux sont enfermés. Une horrible, une sanglante, une implacable idée, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Alors cette expression condamnée à mort, elle arrive 3 fois dans l'incipit. Ce sont les premiers mots de l'incipit, on les retrouve ici au milieu de l'incipit, et ce sont les derniers mots de l'incipit. Et donc, le fait qu'on retrouve à 3 reprises cette expression condamnée à mort, montre l'enfermement du personnage dans cette idée de condamnation à mort. Il y pense au début, il y pense au milieu, il y pense à la fin, il ne peut pas penser à autre chose. Et dans ce paragraphe, cette idée de condamnation à mort va être personnifiée. Cette idée va passer du stade de l'abstrait au concret. Elle va presque prendre vie. Donc il va nous dire, quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction. Comme un spectre de plomb à mes côtés, on a donc une comparaison, procédé littéraire, comparaison. Attention, prenez des notes. Très très riche en termes de vocabulaire. Je viens déjà de vous parler d'une métonymie avec mon corps est au fer dans un cachot. Métonymie, le fer, la partie pour le tout. Je vous ai parlé d'un parallélisme avec mon corps est au fer dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Je vous ai parlé d'énumération. Je vous ai parlé de rythme ternaire. Et ici, je vous parle d'une comparaison. Et je vous ai parlé aussi d'une métaphore plus haut. Quand je vous disais, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie, là, évidemment, on était dans la métaphore. Ça fait déjà au moins 5 ou 6 figures de style, procédés littéraires que je viens de vous mentionner. J'espère que vous les notez sur votre feuille et que vous avez une prise de notes active. Et là, donc, personnification de l'idée de la mort et de la condamnation à mort, seule et jalouse, ce sont des mots, des adjectifs que l'on emploie normalement pour qualifier un être humain.
Or, ici, ces adjectifs sont employés pour qualifier une idée. Elle prend vie, elle est personnifiée. Chassant toute distraction face à face avec moi misérable et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Donc la personnification se poursuit puisque là évidemment l'idée a des mains et lui enserre la gorge comme ça, hein, voilà. Donc c'est vraiment... Faut imaginer cette espèce d'image, vous savez, la faucheuse avec sa grande cape noire, sa faux, comme ça, hop, qui est un petit peu la personnification de la mort. Toc, toc, le squelette là qui porte sa grande robe noire avec la faux, comme ça, et qui vient taper à la porte. Toc, 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 c'est pour vous, c'est votre heure. Bon, faut imaginer un petit peu ça. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, épie mon sommeil convulsif et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Donc là, évidemment, ça tourne à l'obsession, limite à la folie. On a presque un personnage qui est vraiment en train de perdre la raison, perdre le contact avec le réel. Et ce qui est aussi important, c'est le dernier mot de ce paragraphe, la mention du couteau. Le couteau ici renvoie à quoi? Il ne faut pas oublier qu'il est condamné à mort normalement par la guillotine. Donc on est censé lui couper le cou avec évidemment la lame de la guillotine. Donc ici le couteau, là aussi c'est une référence à l'objet qui doit mettre fin à sa vie, la guillotine. Mais il ne le mentionne pas, il fait là aussi une sorte de métonymie, la guillotine devient un couteau. Bien, donc ce qui est intéressant de noter dans cette vidéo, c'est que on apprend un certain nombre de choses sur le personnage. Alors on ne sait pas son nom, on ne sait pas son crime, on ne sait pas son âge. À ce stade, on ne sait pas s'il a de la famille. C'est toujours très très vague sur lui. Mais en revanche, on a appris deux grandes choses. Qu'il avait un passé plutôt heureux et un passé occupé. Il avait beaucoup d'occupations, ce personnage. Voilà. Très vraisemblablement, on devine qu'il appartient à une classe sociale plutôt privilégiée. Il avait des loisirs, il avait des distractions. Et désormais, dans le présent, donc on a deux époques qui s'opposent, le passé et le présent. Et désormais, dans le présent, cette fois-ci, il y a un double enfermement, une double dimension, retenez bien ça. Il y a à la fois l'enfermement de son corps dans la cellule, et il y a l'enfermement de sa tête, son esprit, ses pensées, dans l'obsession de l'idée d'être condamné à mort. Et alors ce qui est important ici de noter, c'est que cette obsession finalement, Victor Hugo la rend extrêmement palpable, la rend concrète, la rend presque évidente, parce qu'elle est personnifiée en une sorte soit de fantôme, soit de revenant, il appelle ça un spectre avec des mains de glace qui vient comme ça tenir le personnage et l'étrangler en disant tu vas bientôt mourir. Bon, voilà, ça c'est le paragraphe de sa vie présente. Et on a un personnage évidemment qui perd progressivement le contact avec le réel, parce que il nous dit, elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, m'obsède éveillé, reparaît dans mes rêves. C'est-à-dire, il n'arrive pas à s'en débarrasser, elle le colle, le verbe coller est employé. Quand il est éveillé ou quand il rêve, l'idée de la mort est toujours présente. Et on se retrouve tout de suite pour une troisième et dernière vidéo sur la fin de cet incipit. A tout de suite pour la vidéo numéro 3.